Ah, définitivement. D'ailleurs, c'est pas, je vais vous écrire alors. Bonjour tout le monde. Je sais que vous avez beaucoup de choses à vous raconter, mais on est quand même ici pour une petite table ronde. Alors, je vous demanderai de prendre place. On va commencer bientôt. On August 31st, La Ligue des droits et libertés, a not-for-profit organization defending and promoting the universality, indivisibility, and interdependence of human rights, held a panel discussion for its 60th anniversary. The panel discussion focused on the performative role of many declarations, their connection to the society we currently live in, and how those declarations come to impact current social fights. 4 panelists were invited to discuss those topics. The panelists included Maître Pierre Bosset, a professor in legal science at l'Université de Québec à Montréal, Maître Rachel Chagnon, the Dean of the Law and Politics Faculty at l'Université de Québec à Montréal, Mr. C.P. Flamand, the Atikamekw of Manawan Council Chief, and Maître Lucie Lamarche, a professor in legal science at l'Université de Québec à Montréal. After the panel discussions, attendees were invited to ask questions and discuss with the panelists. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette table ronde qui porte le titre « Déclarer des droits, pourquoi faire ». Rassurez-vous, C.P. Flamand n'est pas encore là, mais il est en route, il est pogné quelque part dans le trafic, il va arriver, je suppose, avant son tour de parole. Je m'appelle Diane Lamoureux, je suis membre du CA de la Ligue des droits et libertés et une des co-commissaires de cette exposition, avec mon collègue Paul Étienne qui est là. Je voudrais d'abord commencer par une déclaration de reconnaissance territoriale. Dans son travail de promotion et de défense des droits humains pour tous et toutes, la Ligue des droits et libertés considère qu'il est essentiel de sensibiliser les populations allochtones aux enjeux liés au racisme et au colonialisme et d'être solidaire avec les peuples autochtones dans leur lutte pour leur droit à l'autodétermination. C'est pourquoi nous tenons à reconnaître que nous sommes ici en territoire autochtone non cédé. Ce territoire, nommé Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de vie et de rassemblement pour plusieurs peuples autochtones, notamment la notion Ganenke-Aga. Je m'excuse pour la prononciation pour les locuteurs de la langue en question, et une population autochtone diversifiée qui y habite également aujourd'hui. Nous honorons, respectons et reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Alors, avant de commencer notre activité, je voudrais aussi profiter de du fait que nous nous rencontrons ici pour rendre hommage à un de nos camarades et en ce qui me concerne amis, Denis Langlois, qui est décédé à la fin du mois de juillet.
Et comme Denis a travaillé sur des thématiques très liées à la thématique de la table ronde ce soir, on trouvait à la Ligue que c'était une occasion de lui rendre un premier hommage. Ça sera probablement, j'espère que ça ne sera pas le seul qu'on lui rendra. Et j'ai préparé un petit texte pour l'occasion. Ça fait partie de mes multiples chapeaux ce soir. Bon, évidemment, le thème de cette table ronde, je vais lire mon texte parce que sinon je risque d'être un peu émotive et puis ça ne sera pas bon pour personne. Le thème de cette table ronde est particulièrement approprié pour rendre hommage à Denis Langlois, un militant de longue date de la Ligue des droits et libertés et un défenseur passionné des droits humains qui est décédé cet été. Au nom du conseil d'administration, je transmets encore une fois mes condoléances à ses proches. Pour Denis, révolté dès son adolescence par les diverses injustices sociales, la lutte pour la défense des droits humains, considérée dans leur interdépendance et leur indissociabilité, est rapidement devenu le moyen privilégié pour combattre ces injustices. Denis a été responsable de l'information à la Ligue des droits et libertés de 1988 à 1992. Il a pris l'initiative d'une lettre des hommes en solidarité avec les femmes et les féministes visées par l'attentat antiféministe de Polytechnique en 1989. Il a également joué un rôle crucial en collaboration avec André Paradis et Gérald Mackenzie dans la mise en place d'une mission d'observation internationale lors de la crise d'Oka. Durant ces années, il s'est également impliqué dans les enjeux concernant la situation des personnes incarcérées, l'immigration, le refuge, la démocratie, les droits des peuples autochtones et la lutte contre le racisme et l'extrême droite. C'est d'ailleurs à son initiative que l'on doit la recherche qui a conduit à l'ouvrage « Les skinheads et l'extrême droite » que vous retrouvez dans l'alcôve du fond sur la droite. Un cri d'alarme contre la montée de l'extrême droite, bien avant que les diverses crises des accommodements raisonnables n'en montrent le visage hideux. Si Denis Langlois a longtemps été membre du CA de la Ligue, son activité de défense des droits humains ne s'y est pas limitée. Il a travaillé au bureau du protecteur du citoyen où il a, entre autres, produit un rapport sur les prisons. Il a d'ailleurs participé à plusieurs missions internationales, dont une sur le système carcéral en Équateur pour la Fédération internationale des droits de l'homme. Il a également participé à une mission d'observation en Haïti organisée par l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. De même, il a fait partie de missions internationales d'observation sur la situation des droits humains en Guinée-Bissau, au Sri Lanka, en Argentine et au Chili. De 2000 à 2006, il a été conseiller à la Defensora del Pueblo en Bolivie. En Bolivie comme au Québec, il a donné de nombreuses formations sur les droits humains et leur rôle dans la construction d'une société démocratique et inclusive. Pour lui, la connaissance de ces droits était essentielle pour nourrir les mobilisations sociales et les organismes de promotion des droits humains comme la Ligue des droits et libertés devaient jouer un rôle majeur pour les faire connaître et amener à les appréhender comme produits et vecteurs de lutte sociale. Il me semble essentiel de mentionner son apport inestimable au rapport sur l'état des droits humains au Québec et au Canada, que vous trouvez dans l'avant-dernière alcôve de ce côté-ci, qui est dans une vitrine, donc vous ne pourrez pas le lire, mais j'en ai fait la lecture récemment et je vous la conseille fortement. Celui-ci, endossé par 44 groupes communautaires, syndicaux, féministes, étudiants et environnementaux, et résultant d'une consultation auprès de 32 groupes, posait la question fondamentale suivante. Peut-on réussir à stopper les violations de droits sans questionner, sans résister au projet de société qu'on essaie de nous imposer comme s'il s'agissait du seul possible? C'est cette même interrogation qui sous-tendait la table ronde que nous avons organisée en juin dernier en marge de cette exposition. La table ronde sur l'interdépendance des droits et le rapport y apportait la réponse suivante.
une approche fondée sur le caractère individu de l'être humain. Elle renvoie à l'universalité, mais aussi à l'interdépendance de ses droits, ce qui devait fonder l'essence même de l'ordre social, des choix politiques à faire et des décisions d'orientation de nos sociétés. Force est de constater, 10 ans plus tard, que nous sommes loin d'un tel choix de société, d'autant plus que les valeurs tendent de plus en plus à supplanter les droits dans nos débats sociaux. Pour faire écho à nos interrogations de cette table ronde d'aujourd'hui, Denis insistait sur les obligations des États en matière de droits humains. Garantir l'exercice des droits à tous les individus sans discrimination aucune, inscrire la reconnaissance et le respect de ceux-ci dans son cadre législatif national, garantir l'accès à un recours utile et effectif en cas de violation des droits civils et politiques devant une autorité compétente, laquelle donnera suite à la réparation établie par jugement. En ce qui concerne les droits économiques, socio-culturels, agir au maximum des ressources disponibles en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus par tous les moyens appropriés. Là encore, l'érosion des droits civils et politiques, la privatisation croissante des services publics, on a eu des annonces récemment en santé et on le voit dans le domaine de l'éducation, et l'inertie des gouvernements en matière de logement et d'accès à l'alimentation, pour ne nommer que quelques problèmes actuels, laissent songeuse sur le cas que feront nos gouvernements des droits qu'ils ont pourtant eux-mêmes proclamés. Ce rapport se terminait par un message d'espoir, tempéré par la nécessité du passage à l'action des divers mouvements sociaux. Ce ne sont pas les droits qui doivent reculer, ce sont la marchandisation de la vie, l'instrumentalisation de la nature et des êtres humains, ainsi que les menaces à l'avenir des générations futures, tous des facteurs de recul des droits. Cela exige de remettre en question l'ordre actuel en faisant pression auprès de l'État pour qu'il réarticule sa raison d'être, l'intérêt public et non privé. Pour ce faire, les déclarations des droits, tout nécessaires qu'elles soient, ne suffisent pas. Il faut des mobilisations et des institutions habilitées à contrôler l'État en matière de droits humains. Comme on le dit en Amérique latine, compañero Denis, presente. Alors, notre panel est maintenant au complet. Par rapport à la thématique de ce soir, on pourrait paraphraser Deschamps et se demander les déclarations de droit, qu'est-ce que ça donne? Proclamer, déclarer solennellement, réaffirmer, les droits humains ont aussi été maintes fois violés, trahis ou suspendus. Il n'en demeure pas moins l'un des fondements d'un modèle social où les membres de la société peuvent participer pleinement aux décisions qui les concernent et d'un projet de société fondé sur les idées de liberté, d'égalité et de solidarité. Afin de protéger les citoyennes et citoyens de l'arbitraire du pouvoir et de défendre des principes garantissant le respect des droits et de la dignité de tous et tous, les diverses déclarations et chartes ont émergé des luttes sociales de divers acteurs et mouvements sociaux avant d'être formellement énoncées et codifiées. Juristes, philosophes politiques ou militants ont tendance à voir des choses différentes dans la Déclaration des droits, et c'est ce qu'on pourra un peu explorer ce soir. Sans entrer dans les querelles disciplinaires, il faut quand même souligner que certaines tensions inhérentes aux déclarations. Oui, est-ce que les gens qui ne l'ont pas déjà fait pourraient au moins mettre leur appareil sur le mode silencieux, s'il vous plaît? Sans entrer dans ces querelles, il faut voir qu'il y a des tensions qui sont inhérentes aux déclarations. Elles proclament des principes qui devraient fonder l'ordre social et en même temps, elles représentent des aspirations à caractère plus performatif qu'impératif. Elles sont leur propre fondement et en même temps, elles se veulent le fondement de toutes les lois avec un statut quasi constitutionnel. Elles limitent le pouvoir des États, mais en même temps relèvent des États pour leur mise en œuvre. On a plusieurs chronologies possibles, mais peu importe où on situe le point de départ, il n'en reste pas moins que nous vivons dans un monde où abondent les instruments de droits humains. L'arsenal onusien comprend plusieurs pactes et déclarations, je pense qu'il y en a 13 ou quelque chose du genre, là.
adoptés par un nombre très variable de pays membres, faut-il le souligner quand même si l'on peut nourrir des doutes sur l'efficacité de ces instruments au vu des enjeux migratoires ou écologiques, sans parler de l'idéal sécuritaire qui prévaut dans une bonne partie de la planète. Les divers États, comme le Canada ou le Québec, se dotent d'instruments nationaux dont on pourra discuter la pertinence concernant les peuples autochtones, les femmes, les minorités sexuelles, les minorités religieuses et les classes populaires. Faut-il pour autant mépriser le processus déclaratoire en regard des manquements des divers États et de la communauté internationale? J'aurais tendance à répondre par la négative et insister sur les droits comme horizon émancipatoire, mais je pense qu'on va avoir des réponses nuancées dans beaucoup de cas et en prenant des exemples différents de la part de chacun de nos panélistes. Alors, on leur a soumis un certain nombre de questions. Quel est le rôle performatif des diverses déclarations qui se multiplient à l'échelle nationale, régionale ou internationale? Que nous indiquent ces déclarations sur le type de société dans lesquelles nous vivons? Quel rôle jouent-elles dans les luttes sociales actuelles en faveur des droits humains? Alors, pour nous aider à réfléchir à ces questions, nous avons fait appel à 4 panélistes. Je vais les présenter juste avant leur intervention. Comme ça, vous vous rappellerez qui ils sont, ce sera plus facile. Le premier intervenant sera Pierre Bosset, ensuite Rachel Chagnon, Sipi Flamand et Lucie Lamarche. Donc, Pierre Bosset est diplômé en droit des universités de Montréal et d'Essex et en relations internationales de l'université de Cambridge. Donc, il peut être à cheval sur les querelles entre juristes et politistes, plus ou moins. Il est membre du barreau du Québec. Il a d'abord œuvré dans le milieu communautaire, notamment pour le respect des normes de travail et pour un meilleur accès à la syndicalisation. Ensuite, pendant plus de 20 ans, il a œuvré à la Commission des droits de la personne du Québec, dont il a dirigé les services de recherche et de planification. C'est un grand expert de la charte, je pense. Les études qu'il a réalisées pour la Commission sur l'aménagement juridique de la diversité religieuse ont un grand impact sur la gestion de cette diversité et sur l'évolution des politiques publiques. Maître Bosset a coordonné le bilan des 25 premières années de la Charte québécoise des droits et libertés et il a été membre du comité conseil de la commission Bouchard-Taylor sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles. Il est actuellement professeur au département des sciences juridiques de l'UQAM, où il enseigne les droits et libertés de la personne, le droit international et le droit constitutionnel. Ses recherches portent non seulement sur la gestion des diversités par le droit, mais également sur les politiques interculturalistes et plus largement sur les rapports entre le droit et la culture. Il est l'auteur de nombreux articles sur la Charte québécoise. Alors Pierre, c'est à toi. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien si je place le micro de cette façon? Ah bon, merci. Alors, d'abord, moi aussi, je voudrais rendre un hommage à Denis Langlois, que j'ai connu il y a une trentaine d'années dans un dossier bien particulier, qui était celui des mouvements d'extrême droite, et j'avais énormément apprécié la qualité de sa collaboration. Je pense que c'est vraiment une belle initiative que la Ligue souligne sa contribution. Alors, ce soir, on nous pose 3 questions. Les mêmes questions sont posées aux 4 panélistes. Donc, moi, je suis un bon élève, alors je vais répondre aux 3 questions à ma façon, mais je vais le faire dans le désordre. Donc, je vais commencer non pas par la première question, mais par la troisième, en fait. Que nous indiquent les déclarations de droit sur le type de société dans laquelle nous vivons? Moi, je vais vous parler de la Charte québécoise. C'est beaucoup mon champ d'expertise et c'est le domaine que je connais le mieux. Donc, que nous indique la Charte québécoise sur le type de société dans laquelle nous vivons? Bien, il faut faire un peu d'histoire et c'est une belle coïncidence. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais en tout cas, c'est une belle situation de nous trouver dans ce lieu où on rappelle la contribution historique de la Ligue des droits et libertés. Parce que c'est beaucoup à la Ligue qu'on doit la Charte québécoise, pas seulement la Ligue, mais entre autres la Ligue, qui avait commencé à militer pour une Charte québécoise déjà dans les années 60 et encore plus dans les années 70. Donc, si on se reporte à ce contexte historique des années 60-70, on se rend compte que le Québec n'a jamais voulu faire cavalier seul en matière de droits et libertés. Au contraire, il a toujours voulu s'inspirer de ce qui se faisait ailleurs, y compris à l'international. Déjà, Jacques-Yvan Morin, le juriste qu'on a perdu malheureusement cet été, au mois de juillet, qui était, à mon sens, le premier à avoir écrit un texte qui
qui parlait d'une future charte québécoise. Et Jacques-Yvan Morin disait, oui, il faut une charte québécoise, mais il faut que cette charte aille plus loin que les textes qu'on avait à l'époque dans les autres provinces canadiennes et au fédéral, qui étaient des lois très modestes qui visaient à interdire la discrimination et rien d'autre. Morin disait, regardez ce qui se passe à l'ONU. À l'ONU, on était dans les années 50-60 en train d'élaborer des traités internationaux, deux en particulier, un sur les droits civils et politiques, un autre sur les droits économiques et sociaux. Et Morin disait, il ne faut pas que la Charte québécoise, quand elle existera, se limite aux droits civils et politiques. Et déjà, on avait, je pense, l'esprit dans lequel s'élaborait la Charte québécoise. La Ligue est entrée dans ce mouvement-là à son tour. C'est à partir des années 70, en fait, qu'elle a commencé à militer plus fermement encore pour les droits économiques et sociaux et culturels. André Morel, qui était un juriste, celui qui m'enseignait, moi, les droits et libertés de la personne quand j'étais étudiant, avait dit dans un texte que jamais le Québec n'avait eu pour intention de se limiter à protéger quelques droits civils ou judiciaires ou à interdire simplement la discrimination. Le Québec avait des ambitions plus grandes et ces ambitions coïncidaient avec le fait qu'au Québec, on voyait apparaître, on voyait prendre son essor l'État-providence dans ces années 60. Dans les autres provinces et au fédéral, ça avait commencé déjà dans les années 40, après à la faveur de la Deuxième Guerre mondiale. On a eu du retard, ça a commencé dans les années 60 chez nous, mais ça a permis à la Charte québécoise de s'inscrire dans ce mouvement qui voyait apparaître l'État-providence. Donc, on retrouve dans la Charte québécoise également des droits économiques et sociaux. Et c'était, avant la lettre, l'esprit qu'on va retrouver dans les années 90, lorsque l'ONU va adopter la Déclaration de Vienne sur les droits de l'homme, comme on dit à l'ONU, une déclaration qui dit que tous les droits de la personne, civile, politique, économique, sociaux et culturels, sont indivisibles et interdépendants. Bien, la Ligue était déjà dans ce mood-là dans les années 60-70. Mais la Charte aussi, je reviens à comment la Charte nous parle du type de société dans lequel on vit. Donc, c'est une société non seulement non discriminatoire et qui respecte les libertés, mais c'est une société qui favorise également l'accès aux droits, et notamment via l'intervention de l'État au niveau de la santé, de l'éducation, du logement, et ainsi de suite. Mais la Charte aussi, on n'a jamais voulu qu'elle soit figée, donc c'est un document qui est censé évoluer et qui a évolué. C'est un projet politique et social. Guy Rocher, le sociologue, a écrit que la Charte québécoise, elle s'insère dans une représentation que la société québécoise a voulu se donner d'elle-même d'une manière évolutive. Et c'est pour ça qu'on a vu apparaître dans les années 80, 90, 2000 et même 2010 des nouveaux droits dans la Charte, de nouveaux motifs de discrimination, par exemple, l'orientation sexuelle, la grossesse, l'âge, et plus récemment, en 2016, je pense, l'identité ou l'expression de genre. On a vu aussi apparaître de nouveaux droits, comme le droit à un environnement sain, respectueux de la diversité. Tout ça témoigne de la capacité de la Charte à évoluer. Cependant, ce n'est pas uniquement un texte juridique. Oui, les avocats y trouvent leur compte. On l'enseigne dans les facultés de droit, mais c'est aussi un document vivant. Et ici encore, je reviens à ce que la Ligue disait en 1974, dans un document qui est affiché là, quelque part. Le domaine des droits de l'homme, la Ligue utilisait encore cette expression, le domaine des droits de l'homme n'est pas d'abord le judiciaire, ni même le juridique. Cela comprend autant les droits qui ne sont pas acquis, ni bien protégés par les lois, les règlements, les services, les politiques, que les droits déjà acquis et suffisamment protégés. Donc, la Charte, dans l'esprit de la Ligue, c'est un outil d'action politique et sociale. Et c'est ça, je pense, que la Charte nous renvoie comme image de la société québécoise. Une société qui est capable d'évoluer et de refléter les droits de ses citoyens. Alors, j'aborde la deuxième question très brièvement, le rôle performatif de la Charte québécoise. Alors, qu'est-ce que c'est que le rôle performatif? C'est de la philosophie du langage, je pense. C'est vraiment pas ma tasse de thé, mais ce que j'ai compris, c'est qu'un énoncé performatif est un énoncé qui se réalise du seul fait qu'il est énoncé. Et de ce point de vue-là, ben, à mon avis, peut-être que je suis simpliste, mais je pense que le seul rôle performatif de la Charte québécoise, c'est quand elle affirme solennellement les droits et libertés de la personne, comme elle le dit dans son préambule. Ils sont affirmés, ils sont énoncés,
Mais tout le reste, ce n'est pas une question de performativité, c'est selon moi une question d'effectivité. C'est une autre question, ça. L'effectivité. Et pour moi, l'effectivité, c'est la troisième question. Celle dont je vais vous parler maintenant. Quel rôle la Charte québécoise joue-t-elle dans les luttes sociales en faveur des droits humains? Quand je parle d'effectivité, d'ailleurs, c'est pas de l'efficacité dont je parle. L'efficacité, c'est est-ce que la Charte atteint ses objectifs? Oui. Mais l'effectivité, c'est tout ce qui est induit par la Charte dans les comportements sociaux. C'est beaucoup plus large que la seule efficacité. Donc, alors on peut schématiser les usages sociaux qu'on a fait de la Charte québécoise. Un usage, par exemple, éducatif. On enseigne les droits et libertés dans les écoles. La Commission a un service d'éducation. Il y a des stratégies politiques de revendication basées sur les droits et libertés. Et il y a évidemment des stratégies juridiques et même judiciaires. Les trois types de stratégies s'alimentent l'une l'autre. Pour moi, c'est fondamental. Et je vais essayer d'exposer cela dans le temps qui me reste. Est-ce que je suis encore dans mon temps? Bon, d'accord. OK. Donc, alors, par déformation professionnelle, permettez-moi de commencer avec les stratégies judiciaires. Alors, ce qu'on a obtenu depuis 1976, depuis que la Charte est en vigueur, donc depuis quoi, 47, presque un demi-siècle, ce sont quand même des gains importants. Alors, c'est bon de se rappeler que, par exemple, la notion de discrimination a connu une expansion incroyable du point de vue juridique depuis l'adoption de la Charte il y a 50 ans. En 1985, par exemple, on reconnaît que la discrimination peut prendre des formes indirectes. Par exemple, lorsqu'on adopte des règles ou des pratiques qui sont apparemment neutres, par exemple, exiger que pour être policier, il faille mesurer 5 pieds 10, mais alors qu'on se rend compte que ces exigences-là ne sont pas vraiment requises, ont pour effet d'exclure une plus grande proportion de femmes et peut-être aussi les membres de certaines minorités. Alors, cette notion-là, elle n'existait pas en 1975, elle est maintenant reconnue. On a reconnu dans la même foulée l'obligation d'accommodement raisonnable, qui a fait couler tellement d'encre depuis. On a reconnu en 1987 la notion de discrimination systémique grâce à l'action d'un groupe qui s'appelle encore Action Travail des femmes. On a reconnu en 1993 que les employeurs étaient responsables pour la discrimination qui est attribuable à des collègues de travail ou même à des clients. On a reconnu que les préférences raciales des clients n'étaient pas une bonne excuse pour la discrimination. On a reconnu en 2005 que le profilage racial était une forme de discrimination. Donc, des gains juridiques que l'on enseigne maintenant dans les facultés de droit. Et ces gains judiciaires alimentent les stratégies éducatives. Et j'en viens à mon idée de départ, à savoir que les trois types de stratégies s'alimentent l'une l'autre. Alors, par exemple, dans l'action éducative de la Commission, quand j'y étais, lorsque nos agents d'éducation se présentaient dans des milieux de pratique, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les syndicats, eh bien, ils et elles misaient sur les gains judiciaires obtenus par la Commission. Évidemment, il y a des critiques qu'on peut faire de l'action judiciaire, j'en suis tout à fait conscient, les délais, le manque de sensibilité peut-être de la Commission face à certaines problématiques de discrimination et ainsi de suite. Il y a des stratégies non judiciaires aussi, que j'appelle stratégies institutionnelles. Je vais donner un seul exemple de ça. Il s'agit de la consultation publique sur la discrimination envers les communautés gays et lesbiennes. On remonte à il y a 30 ans, en 1994. Alors déjà, depuis une quinzaine d'années à l'époque, la discrimination basée sur l'orientation sexuelle était illégale. Mais il y avait des problèmes majeurs. Il y avait la crise du sida qui avait révélé l'indifférence des services de santé face à cette problématique-là, des meurtres homophobes dans les années 90, du gay bashing déjà dans la rue, et ainsi de suite. Alors, ce qui est arrivé, ce n'est pas des actions judiciaires. Il y en a très, très peu. Il y en a eu très, très peu. C'est que les leaders de la communauté gay et lesbienne de l'époque ont demandé à la Commission d'entreprendre une consultation sur ces problèmes-là. Et la Commission a décidé donc de mettre en place une énorme consultation et de créer surtout un comité conjoint entre elle et les leaders de la communauté.
La consultation à l'époque a été rapportée dans les médias, ça a duré 3 jours, c'était télévisé, et les problématiques gays et lesbiennes sont devenues mainstream à partir de cette époque-là. Le rapport de la consultation a conduit à 41 recommandations et à des changements importants, notamment dans les services de santé qui s'adressent à ces communautés, dans les rapports avec la police également, et éventuellement à la reconnaissance du statut de conjoint de même sexe dans la législation québécoise et plus tard dans la législation fédérale. Tout cela sous la menace toutefois de contestation judiciaire, parce qu'il y avait toujours derrière la consultation la possibilité que les situations de discrimination vécues par les communautés gays et lesbiennes soient portées devant les tribunaux. Et donc le droit était toujours là à sa façon, mais c'est un peu grâce, non pas grâce à lui, mais en tenant compte de l'épée de Damoclès que constituait la Charte, qu'on a mené cette consultation sans avoir même à se prévaloir d'un recours judiciaire. Alors pourquoi ça avait été un succès? Les consultations avaient été co-construites avec les membres, avec les leaders des communautés concernées, et il y a eu un climat de confiance qui s'était établi entre eux. Ça a été mis en lumière d'ailleurs par mon collègue Jacques Lapie, qui a écrit un article très intéressant sur comment les communautés gays et lesbiennes de l'époque avaient utilisé la charte et la consultation pour faire avancer leurs revendications d'une manière non judiciaire. Évidemment, la commission était indépendante du pouvoir politique, ce qui facilitait, qui lui donnait une plus grande latitude. Et bref, ce que j'en tire comme leçon, et je vais respecter mon délai à peu près, c'est que les stratégies institutionnelles comme celle-là peuvent promouvoir des changements systémiques, peuvent avoir un effet mobilisateur sur les communautés elles-mêmes, parce qu'il y avait eu une participation des communautés gays et lesbiennes à ces consultations. Elles peuvent avoir un impact éducatif. Elles peuvent être combinées à des stratégies judiciaires quand c'est nécessaire. Elles fonctionnent le mieux lorsqu'elles mobilisent également des institutions indépendantes comme la Commission. Et encore mieux quand ces stratégies institutionnelles sont co-construites avec les communautés directement concernées. Alors, ma conclusion, pour répondre à la troisième question, comment la Charte québécoise peut-elle être mobilisée? Je pense que ce qu'on observe à travers ce que je viens de donner comme exemple, c'est peut-être un retour à l'esprit qui était promu par la Ligue dans les années 70, celui d'une charte qui, au-delà du droit et du judiciaire, est et se veut un outil d'action sociale et politique. Je vous remercie. Merci Pierre et merci d'avoir respecté le temps. Alors, la deuxième intervenante est Rachel Chagnon, avocate de formation. Rachel Chagnon détient un doctorat en histoire. Sa thèse portait sur la genèse de la Constitution canadienne. Professeure au département des sciences juridiques depuis 2007, elle est présentement doyenne de la faculté de sciences politiques et droit de l'Université du Québec à Montréal. Elle est également membre de l'IREF, l'Institut de recherche et d'études féministes, et du regroupement des études québécois des études féministes, et souvent appelée à commenter l'actualité concernant les violences à l'encontre des femmes. Rachel Chagnon se spécialise dans l'analyse féministe du droit public et la réponse législative à la violence faite aux femmes. Elle fait présentement partie d'équipes de recherche pluridisciplinaires travaillant sur les violences sexuelles en milieu universitaire et sur les structures d'aide aux victimes de harcèlement dans le milieu québécois de la culture. Elle a écrit plusieurs articles, mais aujourd'hui, elle va nous parler, je pense, de la très méconnue CEDEJ. Merci beaucoup. Alors, merci à la Ligue de l'invitation. Donc oui, on m'a mis un peu en figure obligatoire, et je vais vous parler c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous parler plus précisément de la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Et pour vous donner une petite tranche de mon ressenti, je fais cet exercice devant la personne qui m'a expliqué à quoi servait la CEDEF. Donc, un petit salut à Lucie Lamarche, et elle saura vous dire si j'ai bien retenu ce qu'elle m'a enseigné. Voilà, je tenais à le dire. Je voulais que ce soit clair.
Moi aussi, je vais être relativement bonne élève puisque je vais répondre à peu près dans l'ordre aux questions qui nous ont été posées, mais je vais quand même faire une interrelation entre les questions 1 et 2 et je vais aborder un peu ce qu'indique la CEDEF sur nous en vous parlant un peu de son contexte historique et social. Là, vous reconnaîtrez la personne qui a quand même une formation en histoire, pour ensuite réfléchir un peu sur justement a-t-elle un rôle performatif? Et je finirai avec la dernière question, qui est une excellente question pour clore une présentation. Donc, tout d'abord, que nous indique la CEDEF sur nous? En fait, devrait-on aussi poser la question d'où vient la CEDEF et pourquoi existe-t-elle? Il faut comprendre que la CEDEF est née d'un contexte sociopolitique issu de la création de l'ONU, mais tout particulièrement issu de l'effort soutenu que des femmes politiques de différents pays ont mené à l'intérieur de l'ONU pour créer la Commission de la condition de la femme. Un effort qui n'a pas été si simple dans un contexte où les principaux leaders de la création de l'ONU et de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme avaient cette vision-là que le mot « homme » était le synonyme d'humain et que de faire la promotion des droits des hommes, ou des droits de l'homme, c'était nécessairement faire la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, et qu'il n'y avait pas nécessairement besoin de créer un endroit particulier pour réfléchir à la condition féminine, puisque ça allait se faire tout naturellement sous le grand parapluie de l'homme avec un grand H. Bon, vous excuserez un peu l'ironie, je suis une féministe. Ces femmes ont quand même réussi à gagner le combat de faire valoir l'idée qu'il fallait une réflexion plus spécifique sous un autre nom qu'on a mis aussi au singulier, celui de la femme avec un grand F. Bon, c'était, on pourrait dire, une victoire un peu incomplète et imparfaite, mais on faisait quand même un détachement du grand H et là, on rajoutait le grand F à côté du grand H. C'était déjà le début de quelque chose. Et par la suite, parmi les grandes victoires de cette commission-là, on retrouve la création des grandes conventions onusiennes internationales sur la question des femmes, mais on trouve aussi ce document qui est la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Un document qui, il faut le dire, est quand même le fruit d'une rédaction et d'une perspective qui était, à l'époque où ça a été fait, essentiellement libérale et occidentale. Donc, je pense qu'on peut quand même ancrer la CEDEF dans cette réalité-là. Cela dit, aujourd'hui, on a 189 pays dans le monde qui ont ratifié la CEDEF. Ça fait plus de pays ayant ratifié la CEDEF que pays membres de la FIFA. C'est quand même quelque chose. Cela dit, jusqu'à quel point ils ont pour la CEDEF le même enthousiasme que pour le soccer ou le football, ça c'est une autre paire de manches. La CEDEF fonctionne non seulement à travers sa convention, mais beaucoup aussi à travers ce qu'on a appelé le protocole facultatif de la CEDEF, qui a été ratifié par un peu moins de monde, faut-il le dire quand même, et qui offre quand même des outils très intéressants pour permettre aux mouvements qui défendent les droits des femmes de faire valoir leur point de vue et de faire leurs revendications. Il y a une commission d'application de la CEDEF, il y a un comité de la CEDEF qui fait des rapports de façon régulière, qui demande aux pays membres du protocole facultatif de répondre à ces rapports-là et de déposer un état des lieux par rapport à la mise en œuvre de la Convention. Et il y a la possibilité pour les organismes de la société civile de faire des pétitions auprès de ce comité-là pour demander que les questions soient étudiées. Ce qui m'amène en fait au point de la performativité. Est-ce que ça fait de la CEDEF un document performatif? Est-ce que le simple énoncé du fait que les pays ne peuvent agir de façon discriminatoire à l'égard des femmes suffit à lui-même pour créer une société pleinement égalitaire? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Cela étant dit, j'aimerais quand même amener un élément que je trouve quand même très intéressant, sans être un document performatif.
On voit à certaines occasions poindre la CEDEF dans des décisions judiciaires. Il faut comprendre que le Canada est un pays dualiste, donc la simple ratification d'une convention comme la CEDEF ne fait pas en sorte que la CEDEF a coulé dans le droit canadien et québécois, mais on remarque à l'occasion justement le rôle performatif de la CEDEF dans l'interprétation des droits. Puis je vais vous donner un exemple concret. C'est un exemple de 2019 de la Cour fédérale, Mengoza contre Canada. Donc, Mme Mengoza est une dame tanzanienne qui a fui la Tanzanie et la violence conjugale dont elle était victime et qui va demander refuge au Canada, justement en énonçant le fait que son ex-conjoint est une personne dangereuse pour elle et qu'elle ne peut pas retourner en Tanzanie parce que ça mettrait vraiment sa vie et sa sécurité en danger. Et le commissaire à l'immigration qui a entendu sa cause va conclure que les preuves mises de l'avant par Mme Mengoza et son témoignage ne suffisent pas à démontrer qu'elle est vraiment à risque en retournant en Tanzanie et va lui refuser le statut de réfugié. Et là où ça devient intéressant, c'est que la cause va être portée en contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, c'est-à-dire que la Cour fédérale ne pouvait pas nécessairement renverser la décision du commissaire, elle pouvait déterminer si cette décision-là était raisonnable ou déraisonnable, et ensuite, si elle statuait que la décision était déraisonnable, elle pouvait la renverser. Et ce qui est intéressant, c'est que la Cour fédérale va arriver à la conclusion que cette décision est déraisonnable, ce dont on est très content, je vous le dis. Il faut lire la cause, vous serez d'accord avec moi. Et une des raisons qui va la pousser à dire que cette décision-là était déraisonnable, c'est qu'aux yeux de la Cour, le commissaire a fait défaut de prendre en compte le rapport du comité de la CEDEF sur la situation des femmes en Tanzanie. Alors, et là, on voit le rôle performatif de ce rapport en question, puisque la Cour établit que ce rapport-là donne leur juste sur la situation des femmes en Tanzanie et représente l'état des lieux par rapport à cette question-là, et le fait de ne pas prendre en compte ce que dit le comité de la CEDEF sur la Tanzanie est une erreur de droit et donc conduit à une décision déraisonnable. Ce n'était pas la seule raison, il y en avait plusieurs autres, mais c'est quand même un petit élément que j'ai trouvé très intéressant. Donc, sans être nécessairement un outil du droit, on peut dire qu'une convention internationale comme la CEDEF a un rôle dans l'interprétation du droit, donc c'est une source de droit non contraignante, mais qui peut s'avérer fort utile. Je suis convaincue que Mme Mengoza aime beaucoup la CEDEF en ce moment. Et on est très heureux, nous aussi, parce que franchement, quand on lit son histoire, on est content qu'elle soit restée chez nous. Donc, le rôle performatif, sans doute pas, mais quand même. Et, bon, ce que nous indique la CEDEF sur ce qu'on est, outre son caractère historique, et j'ai parlé du fait que c'était quand même une réflexion assez occidentalo-centrée sur le monde. Je tiens par contre à dire, et ça fait partie des enseignements qui m'ont été faits, que la CEDEF possède quand même une aptitude à évoluer qui est extrêmement intéressante, et elle a démontré par le passé et en ce moment sa capacité à intégrer le monde nouveau qui nous entoure. Donc, la CEDEF maintenant, à l'intérieur de la CEDEF, on parle d'intersectionnalité, on parle de violence sexuelle et sexiste. Donc, on constate que ce document-là, même s'il est quand même marqué par l'époque qui l'a vu naître, a montré une certaine plasticité au monde qui l'entoure. Maintenant, à quoi ça sert? Quel rôle politique pour un document comme la CEDEF? Je pense que, tout d'abord, la CEDEF est un document ou est une convention, un objet qui nous permet de faire le point sur où on en est rendu en tant que sur un plan civilisationnel, sur la question des égalités. Je pense que, contrairement à ce que disent certaines personnes ou ce qu'on essaie de nous donner comme argument, que des textes comme la CEDEF ne font pas violence à l'état de l'évolution. C'est-à-dire que c'est pas un document qu'on utilise pour forcer le monde à changer. Je pense qu'au contraire, le recours à la CEDEF et l'existence de la CEDEF est la démonstration que le monde est en train de changer. Et que finalement, c'est ceux qui s'opposent à l'existence de ces documents-là qui, ma foi, ne vivent pas dans le monde présent,
bon, même si des fois c'est difficile de les convaincre, mais je pense qu'il faut cesser de voir ces documents-là comme des documents qui, justement, feraient violence à une évolution saine et normale vers cette grande égalité entre les hommes et les femmes qu'on espère, parce que, en fait, l'usage, l'existence de ces documents-là montre qu'on est rendu là dans la réflexion. Et je terminerai en parlant d'un rôle vraiment... de quelle façon on peut s'approprier la CEDEF et en faire quelque chose d'utile en référant à toute l'utilisation qui a été faite par la CEDEF dans la lutte pour obtenir une commission d'enquête sur les femmes autochtones et les filles autochtones disparues et assassinées. Le comité de la CEDEF a joué un rôle, les rapports de la CEDEF ont joué un rôle très important dans les revendications qui ont été faites pour forcer la main du gouvernement fédéral sur cette question. Il faut quand même indiquer que dès 2008, le comité de la CEDEF avait mis sur la table ce problème-là et avait vertement critiqué le gouvernement canadien pour son inaction dans ce dossier-là et que finalement la commission a vu le jour en 2016. Donc, comme dit mon père, les bœufs sont lents, mais la terre est patiente. On aimerait que les bœufs soient plus rapides de temps en temps. Mais la CEDEF avait été vraiment un des instruments de revendication qui avait été mis de l'avant justement pour forcer ce mouvement-là. Entre autres, il y avait, je pourrais vous citer l'article super intéressant de Véronique Breton qui avait été écrit en 2019 dans les cahiers de droit, justement où elle parle de comment la CEDEF peut être mobilisée pour amener le Canada à prendre davantage ses responsabilités sur cette question-là, qui est quand même une question assez névralgique à l'heure actuelle. Alors, en résumé, j'espère avoir bien compris à quoi sert la CEDEF. Mais en résumé, je pense que les conventions internationales et les documents à caractère international peuvent nécessairement pas jouer le même rôle qu'une charte des droits, par exemple, que ce n'est pas des documents qu'on peut mobiliser de la même manière pour les mêmes fins, mais je pense qu'ils appartiennent de la même lutte et du même combat et qu'ils font partie de tous ces outils qu'on peut mettre à notre disposition pour que, enfin, par exemple, l'article 1er de la CEDEF devienne un article performatif et que cet article-là devienne l'illustration de la réalité dans laquelle nous vivrons bientôt, je l'espère, si les bœufs peuvent continuer d'avancer. Merci. On reste assez large, comme vous pourrez le constater à la fin du panel. Alors, notre troisième intervenant est Sipi Flamand. Miascom Sipi, j'espère que je ne massacre pas trop, ce qui signifie à la rencontre de deux rivières, est originaire de la communauté Atikamekw Nehiyiro-Wissi de Manawan. Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université Laval. Il est présentement chef au sein de sa communauté et candidat à la maîtrise en gouvernance autochtone à l'École des études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Son projet de recherche se concentre particulièrement sur la philosophie politique autochtone, la gouvernance et sur l'autodétermination au sein de la nation Atikamekw Nehiyiro-Wissi. Qui a d'ailleurs fait une déclaration unilatérale de souveraineté sur une bonne partie du territoire actuellement connu sous le nom de Québec. Antérieurement, il a été porte-parole pour le réseau jeunesse des Premières Nations du Québec-Labrador. Il est aussi un militant à la défense des droits des peuples autochtones et de leurs territoires ancestraux. Il a également travaillé à l'Association des femmes autochtones du Québec comme analyste juridique et politique. Sipi Flamand s'est également impliqué dans le réseau international de création audiovisuelle autochtone depuis 2015 en tant que chercheur communautaire. L'implication communautaire et sociale est primordiale pour lui, et ce, selon les valeurs et principes traditionnels autochtones visant la résurgence et la réappropriation de l'identité culturelle dans la pratique de la gouvernance. Il est également l'auteur de Niqalik et Itapian, un avenir autochtone décolonisé, paru en 2022 aux éditions Anonérac.
Kwek skinagdit now, miratan donut se hai berjam venda armud mangan se gagier motemirwa. Donc bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Je suis honoré d'être ici parmi vous aujourd'hui afin de discuter, d'ouvrir un dialogue sur le droit autochtone au niveau international, au niveau régional, mais aussi au niveau local. Je pense que c'est important de se rappeler que le droit c'est pour tout le monde, donc dont les autochtones. Je suis également honoré d'être ici en territoire de multiples peuples autochtones, dont des Ganyangaga, des Anishinaabe, des Wabanaki, Atikamek-Noruzio. C'est Montréal, Tiohtià:ke est reconnu comme étant un territoire, une île multiculturelle, si je peux dire ainsi. Puis aujourd'hui, on voit que c'est effectivement multiculturel avec tous les peuples des autres nations qui sont présents. Donc, moi, j'aborderai plus sur la question autochtone, la question autochtone, la politique autochtone et le droit autochtone au sens large, mais également au niveau l'impact qu'a la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones dans les communautés, dans les organisations autochtones. Donc, effectivement, je suis chef depuis l'année dernière dans ma communauté. C'est un travail qui nécessite beaucoup de réflexion, beaucoup de stratégie, puis l'utilisation des différents instruments, notamment la Charte des droits et libertés, la Charte canadienne, la Constitution, même d'autres instruments juridiques au niveau régional, au niveau national et même international sont bien utilisés pour défendre les intérêts de ma communauté et également au sein de la nation Atikamek-Noruzio. Je pense que ce sont tous des éléments pour qu'on puisse clarifier également nos relations, nos fondements entre les peuples autochtones et la société québécoise en général et canadienne. Il faut se rappeler également que les Autochtones avaient leur propre tradition juridique, leur propre manière de voir, leur propre manière de se gouverner. On ne parle pas ici des conseils de bande selon la loi sur les Indiens, mais selon les conseils des cercles de territoire qu'on appelle, ou bien où les femmes de clan, les aînés, même les jeunes avaient leur droit de parole. C'est un modèle de gouvernance qui est aujourd'hui pas disparu, mais qui est en résurgence, un modèle que les communautés, sont en train de revoir pour redéfinir leur place aussi au sein de la société. Également, quand on parle de droits autochtones, de politique autochtone, il y a toutes les juridictions, comme la loi sur les Indiens, qui imposent, par exemple, le modèle de gouvernance avec le système de conseil de bande et le registre de bande, parce qu'un individu autochtone qui vit dans sa communauté, dans sa réserve, ou au sens de la loi, a son numéro de communauté de réserve, son numéro personnel et un numéro qui indique qu'il est le seul qui utilise ce numéro. Ça, c'est discriminatoire. Donc, c'est vraiment complexe. Même ça implique que c'est pas nous-mêmes dans nos communautés qui définissons qui est indien et qui ne l'est pas. C'est indien, ça veut dire autochtone, mais j'utilise le concept indien, la notion selon le sens de la loi dans lequel on est régi. Aujourd'hui, il y a eu il y a plein de politiques qui existent, plein de jugements également qui ont été prononcés à la Cour suprême qui reconnaît les droits autochtones, notamment avec l'article 35 de la loi constitutionnelle qui reconnaît les droits ancestraux puis des droits issus de traités des peuples autochtones. Je pense que ce sont un des outils principaux aujourd'hui que chaque communauté
utilisent pour pouvoir se défendre, pour pouvoir évoquer ses droits. Mais il y a également des jugements qui ont été prononcés, qui sont des outils, des jurisprudences qui demeurent des outils politiques, juridiques, de droit pour mieux défendre les intérêts de chaque communauté. On parle ici de droit collectif quand on parle de communautés autochtones, parce qu'il y a la conception de droit de propriété privée, genre ce concept-là n'existe pas chez les peuples autochtones. C'est un droit qui est défini selon la communauté. C'est comme, comment je pourrais expliquer ça simplement, c'est que dans le droit occidental, tu possèdes un verre, ça c'est ton territoire. Genre un petit lot de territoire. Mais quand on parle de droit autochtone, ton territoire, c'est pas seulement ça, c'est également aux alentours. Chaque famille possède une partie du territoire pour pouvoir nourrir sa famille, pour pouvoir pratiquer les activités traditionnelles. Quand on parle également de ce droit-là, ce sont des définitions de nos propres traditions juridiques, de nos philosophies, de nos pensées. Je pense que c'est toujours utile. Et justement, on a vu au cours de l'année 2020 où les Nisga'a, non pas les Nisga'a, mais je ne m'en souviens plus de ce peuple-là, c'est sur la côte ouest canadienne, qui exprimait également ses droits de gouvernance traditionnelle avec des chefs héréditaires. Ça, c'est une conception qui est peu connue dans l'Est du Canada, mais il y a également ce système-là qui existe chez les Atikamekw, chez les Anishinaabe, chez les Kanien'kehá:ka également, où il y a des chefs de clan, des chefs de territoire, des maires de clan qui ont leur propre autorité politique, morale, même quand on parle au niveau judiciaire, il y avait leur propre protocole pour mettre en application des jugements pour réparer les torts de certains individus qui faisaient des erreurs dans leur communauté, bien dans leur territoire. Dans les années 40-50, à la suite de la création du Conseil des Nations, il me reste combien de temps? Okay. Conseil des Nations, il y a quelques nations qui se sont déplacées en Europe, à Genève, pour exprimer leur souveraineté, leur gouvernance, pour qu'ils soient reconnus. Il y a Descartes qui est une des nations de la Confédération Haudenosaunee qui est allé pour défendre son identité culturelle, son pays, son territoire. Et c'est à ce moment-là, je dirais, que le droit autochtone international a été mis de l'avant. Mais c'est plus tard, aux alentours des années 80, qu'il y a eu des travaux qui ont été réalisés, par exemple la rédaction de la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, un outil fort utile, mais qui n'est pas contraignant malheureusement. Et on se rappelle également que 4 pays n'ont pas adopté, n'ont pas entériné cette déclaration-là, dont le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. On se rappelle également que ces pays-là, ce sont des pays de type de gouvernance philosophique britannique, je dirais, qui ont une manière de voir colonialiste dans les territoires.
où les Autochtones étaient considérés comme des sous-humains. Ça, c'est selon le discours d'une époque. Avec cette déclaration, depuis 2007, on travaille beaucoup pour qu'il soit adopté, tant au niveau du Québec qu'au niveau du Canada. Le 21 juin 2021, je pense que c'est ça, ou bien 2022, le Canada a adopté une loi harmonisant les lois canadiennes en lien avec la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. Puis cet été, 21 juin 2023, il y a eu un dépôt d'un plan d'action où le Canada et les organismes autochtones, les communautés autochtones, allaient mettre de l'avant des actions pour apporter des changements au niveau juridique où les droits autochtones allaient être reconnus. Mais ça, c'est encore esthétique, je dirais. Je vais mettre un peu d'éditorial dans ça, mais c'est esthétique pour moi dans le sens où c'est juste une harmonisation, c'est pas une réelle reconnaissance. Si le Canada avait adopté une loi, il aurait rédigé avec les communautés autochtones et non seulement faire adopter une loi pour se donner bonne conscience. Au niveau du Québec, on a beaucoup de difficultés à faire avancer ce dossier, même en lien avec les enjeux, par exemple, le principe de Joyce, qui s'inspire directement de la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. C'est encore là d'une complexité politique avec le gouvernement du Québec. Mais je demeure optimiste, même si des fois les relations politiques avec ce gouvernement n'est pas facile. C'est une réalité qu'on connaît. Je pense que je complète. OK. Il reste 3 minutes. OK, il me reste 3 minutes. Dans les réflexions que les communautés font, c'est d'abord redéfinir leur nation. On parle ici de reconstruction des nations. Même aujourd'hui, j'étais en rencontre avec d'autres chefs de partout au Québec pour revoir comment on peut amener un rapport de force dans nos dialogues avec les gouvernements. Parce qu'actuellement, le gouvernement nous écoute, mais il ne nous entend pas. C'est une réalité, puis c'est beaucoup d'enjeux que nous vivons sur nos territoires. Notamment, par exemple, les consultations. Souvent, les gouvernements disent que les communautés autochtones n'ont pas le droit de veto, en se référant de la déclaration de l'ONU sur le consentement préalable, libre et éclairé, alors qu'on parle également de nos droits ancestraux qui sont reconnus dans le cadre de la loi constitutionnelle de 1982. C'est genre un paradoxe, c'est genre on vit dans un monde parallèle entre le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral et les communautés autochtones. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a des actions qui se font sans le consentement des communautés. Il y a encore moins le consentement des autorités traditionnelles. Par exemple, les chefs de territoire, les maires de clans, les jeunes également, qui doivent s'exprimer aussi sur des projets, parce que quand on parle de projets, c'est pas seulement sur une période donnée, c'est pour les 7 prochaines générations qui vont vivre l'impact des projets, par exemple miniers, forestiers ou bien hydroélectriques. Pour conclure, si on peut travailler ensemble entre les communautés autochtones, les organismes, pour pouvoir faire avancer ces causes-là, je démontre une ouverture ici pour ouvrir le dialogue. Si on parle également de réconciliation. Merci.
siège à titre de membre du panel d'experts sur les droits de la personne du programme de contestation judiciaire du Canada. Lucie Lamarche enseigne le droit social et du travail et le droit international des droits économiques et sociaux de la personne. Et elle a plusieurs publications à son actif. Lucie, c'est à toi. Merci bien. Ça va à la distance. Comme on dit sur Zoom, me voyez-vous, m'entendez-vous? Je voudrais saisir l'occasion du contrôle de micro pour remercier et féliciter Paul-Étienne et Diane et l'Écomusée pour cette magnifique exposition. Alors, moi, je trouve dans la vie, on ne dit jamais merci. Alors, elle me dit, on va dire au téléphone, écoute, ce serait bien que tu considères le terme des droits économiques et sociaux de la personne et des luttes sociales. Alors, je dis, OK, on va faire ça. Je propose donc, de manière très délinquante, c'est-à-dire je suis beaucoup moins scolaire que Pierre Bossé, d'abord prendre une perspective historique brève. Puis ensuite, de faire un truc qui est très à la mode dans la faculté, ça s'appelle l'interscalaire. Ça, c'est vous promenez puis vous changez de niveau entre l'international et le local. Et c'est à partir de cette promenade sur plusieurs niveaux que je vous invite à considérer les notions peut-être plus d'efficacité et d'effectivité que de performativité. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc de droits économiques, sociaux et culturels? Ce sont les droits à, et dans plusieurs ouvrages, on va dire, ben, c'est les droits qui ont toujours rendu. Comme ça. C'est les droits qui ont toujours rendu nerveux le pays riche. C'est plus compliqué que ça. Et on dit aussi, ce sont des droits qui étaient revendiqués par les pays communistes. Bon, plus compliqué que ça. Et quelques autres clichés comme ça, l'invitation à ne pas sombrer trop rapidement dans les clichés. Au fond, le droit à la nourriture, l'éducation, le travail, la santé. Voulez-vous que je sorte dehors? Comme ça? Ça va continuer? Je vais juste faire ce que vous voulez que je fasse. Ça, oui. C'est pas encourageant. Désolée pour d'avoir trébuché un brin. Donc, ces droits ont été revendiqués, il y a de très longue date, à travers notamment une institution qui s'appelle l'Organisation internationale du travail. Qu'est-ce qu'elle disait depuis la fin du 19e siècle, l'Organisation internationale du travail? C'était la chicane entre mon ami le pape Léon XIII et Karl Marx. Alors, c'était l'aspiration de justice sociale. Et c'est quand même quelque chose qui a tenu la route universellement pendant tout le 20e siècle pour aboutir encore récemment à l'OIT, alors que les conditions de travail, d'exclusion sociale et autres ont beaucoup changé, à cette même idée de déclaration pour la justice sociale. Donc, de tout focuser sur le miracle que fut la déclaration, ou qu'aurait été la Déclaration universelle des droits de l'homme lorsqu'il s'agit des droits économiques et sociaux, c'est plus ou moins exact. Toutefois, ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme a fait, c'est de conférer un caractère de droits humains aux ingrédients de la justice sociale. Alors, est-ce que c'est performatif? Est-ce que c'est autre chose? Seule Diane veut vous dire. Mais c'est vraiment inscrire dans le langage du droit avec l'assentiment de la communauté internationale. Donc ça a une série de conséquences dans un contexte politique particulier. Alors, pour revenir à la mémoire de Denis Langlois, c'est lui qui avait écrit en 2013 le rapport de la Ligue des droits et libertés sur les droits humains et qui était complètement axé
Sur l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, si vous allez voir en ligne, sans intro, c'est partout et sans conclusion. Il s'agit vraiment un autre ordre social, non seulement impossible, mais nécessaire. Hein? Social, politique, économique est nécessaire, notamment pour répondre à l'aspiration de justice, d'équité, égalité que porte la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, c'est comme une transformation d'un discours essentiellement de lutte sociale en discours efficace sur le plan normatif et international. Quel que soit le droit auquel vous croyez ou vous ne croyez pas, hein, à la santé, l'alimentation, l'éducation, le logement, le travail, l'environnement sain. Et je sais bien que tout le monde n'est pas également enthousiaste pour tous et chacun de ces droits. Il y a des choses qu'il faut aujourd'hui en 2023 reconnaître et qui, je pense, sont profondément performatives, mais ne peuvent pas respirer sans les luttes sociales ou encore sans cette co-construction qu'évoquait Pierre Bosset tantôt. Alors d'abord, c'est une exigence démocratique. Vous savez, l'expert d'en haut et qui dit « moi, vous réglez ça, moi, le problème de l'itinérance dans le quartier latin », méfiez-vous. Bon, l'exigence est démocratique. C'est aussi, au moins, et l'expression au moins est importante, un engagement immédiat envers la satisfaction des besoins de base. C'est un concept ouvert. Ça varie selon le niveau de développement, la richesse et quoi encore d'une société à l'autre. Troisièmement, c'est un enjeu politique d'imputabilité et juridique de justiciabilité. Ne nous leurrons pas, les tribunaux canadiens, mes collègues pourront corriger, ne sont pas tellement excités à l'idée que le droit à quelque chose est justiciable, exigible. C'est un problème important, cette idée qu'un droit puisse engager l'action d'un gouvernement. Et finalement, c'est peut-être là où c'est le plus performatif. J'y ai songé quand même, ça m'achève cette affaire de performatif. C'est que si on y va selon l'aspiration démocratique du droit à quelque chose, il ne devrait jamais y avoir de politique publique, quelle qu'elle soit, qui soit adoptée sans que l'impact sur les droits, l'ensemble des droits, mais aussi les droits économiques et sociaux sont mesurés. C'est ce qu'à peu près tous les gouvernements des sociétés de common law refusent. C'est vrai pour les Premières Nations, c'est vrai dans d'autres registres aussi, refusent de faire. Pourquoi? Parce que l'idée que c'est plus que gérer des risques, des problèmes et des besoins, mais que quand on parle de logement, d'habitation, etc., il s'agit de gérer et de respecter des droits, c'est présent si les luttes ne cessent. Et dès lors que ceux et celles qui luttent cèdent la place aux experts, et écoutez, je ne suis pas moins expert que les autres, je le sais, dès que on cède le terrain aux experts, cette idée d'imputabilité, parce que c'est un enjeu de dignité humaine, cède la place à considération parce que c'est un risque pour la société ou une affaire de besoin. C'est fondamental comme problème. Deuxième point, promenons-nous de l'international au local. Alors, au Canada, on a beaucoup entendu, je m'entends un peu moins maintenant, que ces constitutions échevelées, n'est-ce pas, qui enchâssent les droits économiques et sociaux. Franchement, c'est un courant d'air. Dans un français ou un anglais à peine plus poli que celui-là. Bon. Mais, un instant, là, il y a plus que la moitié des constitutions du monde, tout niveau de développement d'un pays ou d'un autre confondu, qui enchâssent dans leur cadre constitutionnel des droits économiques et sociaux. Plus que la moitié, pas juste quelques énervés. Donc, on pourrait croire, comme plus de la moitié des constitutions ont enchâssé ces droits que la révolution est à nos portes. Parce que si on pouvait faillir demain matin, plus de la moitié des constitutions, non. Non, non. Est-ce que l'Afrique du Sud a fait faillite? Non. Est-ce que les pays européens, on le dit trop souvent,
qu'il y a un fort niveau d'incorporation constitutionnelle des droits économiques et sociaux dans les pays européens. Parce que la France, à part ses causes de retraite, est en train de faire faillite. C'est pour ça qu'il dit le président Macron. Pourquoi? Parce que enchasser les droits économiques et sociaux, c'est pas dépenser. C'est engager des politiques publiques dans une logique de droits humains. Il y a des pays qui ont très bien compris ça. Pensez à l'Afrique du Sud, par exemple. L'Afrique du Sud d'aujourd'hui, celle post-apartheid, avait besoin de toutes les fonctions de la reconnaissance des droits économiques et sociaux, tant symboliques que politiques que judiciaires. Quand elle a adopté une loi nationale sur l'eau, ça n'a pas magiquement dépollué l'eau. Quand l'Inde dit le droit à la vie dans ma constitution, ça veut dire le droit de se nourrir sa presse, et adopte le plus grand programme connu d'alimentation au monde, qui est le National Food Security Act, ça n'a pas fait pleuvoir le blé immédiatement chez les ménages indiens, y compris les ménages extrêmement pauvres. Ça a changé le droit, ça a changé la constitution, la jurisprudence des tribunaux supérieurs, et ça a changé la posture des luttes sociales. De ce point de vue-là, je trouve quand même que c'est assez intéressant. Grosse nouvelle au Canada récemment, dans cette idée d'aller-retour entre le langage international des droits économiques et sociaux et le droit domestique, il y a une cause qu'il faut suivre de très près, qui est la cause Toussaint, qui s'achemine tranquillement vers la Cour d'appel de l'Ontario. Toussaint, les plaideurs disent que, en 2 coups de cuillère à pouce qui suit, le Comité des droits de l'homme des Nations unies a blâmé le Canada. Il s'agissait d'une dame sans papier, établie à Toronto depuis longtemps, qui bossait, tombe malade, pas de couverture de santé, et le drame que vous pouvez imaginer. Hélas, elle est décédée récemment. Les plaideurs disent, dès lors que les Nations unies ont blâmé le Canada, ça fait partie des principes d'interprétation de la Charte canadienne que d'incorporer l'analyse du Comité des droits de l'homme au droit à la sécurité dans la Charte canadienne. C'est assez performatif, merci, et évidemment, le Justice Canada combat cela comme un loup-garou d'Halloween. Donc, il y a beaucoup d'interscalaires. C'est un peu la même chose, et la Ligue en sait quelque chose, pour toutes les fois où on est allé aux Nations unies, chercher du langage sur les droits économiques et sociaux pour l'utiliser soit devant le législateur québécois ou fédéral, et les Premières Nations, ce sont des pros de la chose, vraiment des pros d'aller chercher, s'agisse-t-il des droits des femmes ou des droits collectifs, d'aller chercher le langage aux Nations unies, de le ramener dans l'arène canadienne. Cet aller-retour-là fait sens si appui environnement et lutte il y a. Sur la question du droit figé, pas figé. Alors moi, je ne crois pas qu'il y a une telle chose que le droit du Nord, du Sud, des riches, des pauvres, que c'est pas universel, etc. Je sais que cette littérature est très en vogue, mais quand on se tape la lecture des travaux préparatoires de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on dit qu'il y avait des États extrêmement actifs. Le Pakistan, le Liban, l'Égypte, notamment, grande diplomatie, grand joueur. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, ça ne peut pas être la patente du Nord seulement. Hein? Et qu'est-ce que ça a permis de voir émerger? Le droit à l'autodétermination, le droit au développement. C'est un peu, je pense que l'analogie, l'exemple est malencontreux, comme les feux de forêt, ça rampe. Et qu'est-ce que vous voyez apparaître aujourd'hui aux Nations unies? Une initiative assez avancée pour un traité sur le droit au développement. Pas une déclaration, un traité, une convention sur le droit au développement que requiert ce qu'on aime appeler le Global South, ou encore un traité, pas une déclaration, un traité sur le droit des paysans. Alors, qu'est-ce que c'est la performance? C'est de prendre tous les droits humains
et de les décliner de manière contemporaine. Ça, je pense que c'est performatif, mais seul Diane pourra me le dire. Merci. Je pense que nous avons eu beaucoup de matière à réflexion. Je suppose que plusieurs d'entre vous ont des questions ou des commentaires suite aux interventions. Il y a comme la rencontre est enregistrée, il y a un micro qui va circuler dans la salle pour que nous puissions vous enregistrer. Donc c'est Elisabeth qui a le micro, qui aura le micro. Donc levez votre main pour que il y a une main levée. Je vais prendre plusieurs questions en même temps. Je vais faire un peu par vague de questions pour permettre au maximum de personnes d'intervenir. Salut, je travaille pour l'organisme Execo je travaille pour l'organisme Execo qui fait la défense des droits des personnes avec une déficience motrice et je m'occupe du dossier santé services sociaux. Aux alentours de 2003, je pense, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse a recommandé au gouvernement du Québec d'ajouter le droit à la santé à la Charte québécoise des droits. Bon, spoilers, c'est pas encore arrivé. Mais je me posais un peu la question de qu'est-ce qui doit se passer pour qu'un nouveau droit soit ajouté à la Charte. Puis, Lucie, tu as touché un petit peu à ça, mais ce serait quoi un peu les conséquences si ce droit-là était ajouté à la Charte? Je sais que c'est un peu une grosse question, là, mais je voudrais un peu lancer l'idée, puis... Est-ce qu'il y a d'autres interventions? D'autres questions? Mais en fait, ma question était vraiment dans la même ligne, mais je prendrais peut-être un autre exemple aussi sur la question de l'intégration dans la Charte du droit à un environnement sain. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Comment on peut mobiliser ça? Je pense en particulier à la question des droits des Autochtones aussi, parce qu'il y a beaucoup de développements qui se font en territoire autochtone sans le consentement. Ça touche la démocratie, ça touche la participation citoyenne, le droit à l'information et tout ça. Et donc, ma question, c'est un peu, on l'a vécu, l'insertion d'un nouveau droit, qu'est-ce que ça a changé? Comment on peut mobiliser ça dans différentes causes, sachant que les droits humains sont interdépendants aussi entre eux? Donc, c'est un peu une sous-question de la question précédente. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Ce serait bien que ce ne soit pas que des messieurs qui posent des questions. Non, il y a une femme. Il y a au moins une femme. Il y en a au moins une. Moi, je suis Joseph Pigeon, je suis du service d'entraide passerelle. On est un organisme pour les femmes qui vivent une rupture. Puis, mon commentaire, c'est plus un commentaire et plus pour Rachel au sujet du CEDEF. On a entendu beaucoup de choses qui sont un petit peu, pas sur le plancher des vaches, là, c'est vraiment plus au niveau politique et tout ça. Moi, je suis là pour dire que dans un atelier qu'on fait pour les femmes qui vivent du contrôle coercitif, puis le contrôle coercitif, l'intérêt de ce concept-là, c'est que c'est pas un incident plus ou moins grave porté atteinte à quelqu'un, c'est une tentative de restreindre des droits fondamentaux. Fait que ça va ensemble. Mais on fait lire le CEDAF, la Convention. On fait lire la Convention d'Istanbul à nos participantes. Et je dirais que à ce moment-là, c'est performatif. En le lisant,
en le disant, elles le vivent, elles le voient, qu'elles ont des droits, puis qu'elles peuvent s'en sortir aussi comme ça. On va prendre une autre question, puis après, je vais laisser le temps aux panélistes de répondre. Bonsoir, merci pour les intervenants. C'est juste pour rappeler que hier, le 30 août, c'est la journée internationale pour le soutien et la solidarité avec les victimes des disparus. Donc la disparition forcée, je pense même à un intervenant, donc ici on connaît qu'il y avait plusieurs disparus au niveau des autochtones. Donc c'est le moment donc, de prononcer notre solidarité avec tous les disparus au monde et de dire aux États donc, de mettre fin à ce fléau. Donc toujours ma question c'est au niveau des autochtones, de ce que j'ai compris. Donc il apparaît qu'il y a plusieurs communautés. Donc ces communautés, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont des représentants, chaque communauté a ses représentants, est-ce qu'il y a un conseil, est-ce qu'ils ont un plan d'action ou bien un programme qui va les regrouper afin de permettre de défendre leurs droits et leurs revendications. Merci. Comme on approche de la fin, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la dernière personne qui s'est manifestée, et puis je demanderai aux conférenciers de jumeler leurs réponses avec leur droit de réplique de fin de panel, qu'on puisse finir à peu près dans les temps. Oui, donc Charles Lemieux, je suis enseignant au niveau collégial. En fait, une question plus large sur, je dirais, le sens et la portée des fameuses clauses dans nos chartes, là, dans les limites d'une société libre et démocratique, qui est souvent invoquée, on l'a vu encore récemment avec la grève des débardeurs, et à chaque fois, notamment quand il est question là, pour les travailleurs et travailleuses de défendre leurs droits, on a toujours cette épée de Damoclès où, au final, nos droits sont limités par ces clauses-là dans les limites d'une société libre et démocratique. On comprend tout le monde que ce n'est pas nous qui définissons ces limites. J'aimerais ça vous entendre sur la façon dont on peut réfléchir à ça et savoir comment contrer en fait ces menaces-là qui nous sont faites là, quand on veut exercer nos droits. On dit oui, mais c'est dans les limites raisonnables d'une société libre et démocratique telle qu'ils la définissent. Bon, alors je vais prendre d'abord pour les dernières interventions. Donc ici, c'est encore à ton tour. Donnez-moi de moi. Si tu veux que ta réponse soit enregistrée dans la postérité. Alors, je vais faire une entente avec mon collègue Bossé, peut-être, sur certains aspects, notamment la dernière question que je vais faire, sans pouvoir te bousculer. OK. Sur les droits dont on rêve dans un monde idéal, qu'ils soient clairement énoncés dans la Charte québécoise, parce que souvent c'est une compétence québécoise. Je vais parler sous l'autorité d'autres personnes. Je vois dans la salle Maître Carpentier, Maître Dupin. Oui, le droit à la santé, c'est un drôle d'animal. C'est comme le bonheur. Il est partout et nulle part en droit québécois. Mais il ne faut pas croire qu'il n'est pas énoncé du tout. Ce qui nous manque, c'est cette idée qu'avait rappelée d'ailleurs la Commission des droits dans l'examen des 25 ans de la Charte, d'une préséance du droit à la santé sur les lois ordinaires. C'est ça qui est l'ingrédient manquant. Alors, on peut imaginer qu'il y a une raison pour laquelle le législateur est très excité par l'idée de cette énonciation de préséance. Qu'il s'agisse du droit au logement, du droit à la santé, cette notion de préséance, j'insiste, ça ne doit pas être confondu avec je vais avoir tout ce que je veux quand je décide de l'avoir. S'agisse-t-il d'éducation, de santé, de logement ou quoi encore? Parce que là, il y a une autre confusion. Toute personne a droit, mais on peut accepter sans que ce soit limitatif, perçu comme une limitation, que les modes de mise en œuvre des droits soient collectifs
est-ce qu'on est en train de perdre en santé, en éducation, voire en logement social. Pas confondre toute personne parce que c'est un enjeu de division et les modes de mise en œuvre collective. Donc, notre véhicule est bancal parce qu'on n'a pas, contrairement à la moitié des constitutions du monde, cette imputabilité de l'État par rapport à la préséance des droits économiques et sociaux relativement aux situations ordinaires, dérogatoires ou voisins. Il ne faut pas confondre avec les clauses limitatives ou dérogatoires. Sur le droit à l'environnement sain et la charte, moi je ne suis pas une pessimiste. Bon, je me souviens des années où il fallait expliquer la différence entre le droit de l'environnement et le droit à l'environnement, et je pense qu'il y a encore une confusion, encore que l'un soit interdépendant avec l'autre. Mais je pense que les luttes ont plus d'intelligibilité, je crois, à fournir. L'autre affaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens, je le dis solidairement et amicalement, qui pensent que le droit à l'environnement sain, c'est juste une question de participation et d'information. Il n'y a pas un objet humain en relation avec l'environnement, c'est juste le savoir. Non, c'est pas le savoir, c'est le vivre en sécurité et de savoir. Donc, c'est un texte de compréhension aussi, et somme toute, sur l'échelle du temps long, c'est une reconnaissance assez récente dans la Charte québécoise de droit à l'environnement sain, mais qui a la même particularité que les quelques droits économiques et sociaux qui sont enchâssés dans la Charte, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le bénéfice de la préséance des droits ordinaires. Mais le temps, comment tu disais ça? Qu'est-ce qu'il disait ton père? Le temps est long pour la fin. Voilà. Oui, pour parler au Québec, il y a 11 nations autochtones. Dans ces 11 nations autochtones, il y a une nation inuit. Ensuite, il y a la famille algonquienne dont la nation Atikamekw en fait partie et la famille iroquoienne dont les Kanien'kehá:ka et les Wendat en font partie. C'est 3 familles linguistiques distinctes. Et il y a 52 communautés partout au Québec, du nord au sud. Ils ont chacun leur structure de gouvernance. Par exemple, plus au nord, les Ayo, bien les Cris, les Inuits et les Naskapi sont conventionnés, donc dans le cadre de la Convention d'Abbey James du nord du Québec. Puis la Convention d'Abbey James du nord-est du Québec. Puis les autres nations au sud ne sont pas conventionnées, qui sont régies sous la loi sur les Indiens. Puis, c'était quoi l'autre question? Oui. Donc, il y a chacun leur mode de gouvernance prédéfini selon la loi sur les Indiens, même s'il y a des structures qui ne sont pas nécessairement reconnues par les gouvernements, qui fonctionnent quand même. Puis au niveau de l'environnement, oui, il y a la question de droit autochtone là-dedans également. Quand on parle de l'environnement, il y a un aspect, je dirais, philosophique, spirituel, culturel qu'il faut considérer. Par exemple, les Autochtones qui ont un lien particulier avec le territoire. Si on regarde cet élément-là, qu'on parle d'environnement, il faudrait revoir les juridictions, il faudrait revoir les lois pour reconnaître la conception autochtone de l'environnement. Parce que là encore, c'est genre un dialogue de sourds avec soit les compagnies forestières, minières, autres extractivistes, quand on parle d'environnement, de droit autochtone et de pensée politique autochtone en ce sens. Merci.
Écoute, merci beaucoup pour le commentaire sur la CEDEF. J'ai beaucoup apprécié parce que c'est vrai que ça nous ramène à un rôle important de ces documents-là, c'est qu'ils encapsulent et énoncent clairement des réalités qui pourraient être très longues et complexes à expliquer autrement. Et qu'une fois que c'est là, que c'est clairement dit, ça permet à des personnes de réaliser l'ampleur des droits qu'elles ont, ou peut-être parfois malheureusement l'ampleur de la distance qui existe entre leur existence et ce à quoi elles devraient avoir droit. Et j'espère que lorsque les personnes réalisent cette distance-là, que ça amène un peu une saine colère qui les amène ensuite à vouloir entreprendre des actions politiques, parce qu'il me semble que parfois la colère est un bon moteur pour activer les buts. J'aimerais aussi profiter des quelques minutes qui me sont encore allouées pour revenir sur certaines choses. En fait, une question, parce que j'aime bien poser les questions qu'on ne m'a pas posées, sur pourquoi on conçoit ces documents-là, pourquoi est-ce qu'on conçoit un document comme la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Puis ça rejoint un peu le commentaire qui a été fait. C'est cette idée-là qu'à un certain moment, on a ce besoin-là de justement d'utiliser le côté peut-être un peu plus officiel, un peu plus vraiment protocolaire que le droit offre, que ce véhicule-là nous offre pour justement porter plus loin ce que nous, on considère comme devrait être notre réalité. Et si on revient justement à ce moment où on crée l'ONU, on écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme, on fonde la Commission sur la condition de la femme et on amorce ce chemin-là qui va nous amener en 1979 à la rédaction de la CEDEF, ce qu'on voit, c'est comment des groupes de la société civile, oui, à certains moments, c'est plus davantage certaines personnes à l'intérieur de ces groupes-là qui vont réussir à pouvoir prendre la parole et se faire le relais de ces réflexions-là. Mais ces réflexions-là, ce qu'elles représentent va beaucoup plus loin qu'elles-mêmes et leurs propres actions. Et il y a dans le côté déclaratif du droit, à défaut d'être performatif, quelque chose qui consolide ce qu'on essaye d'amener dans la réalité, qui est quand même pas anodin et qui, justement, ça est un outil privilégié ensuite pour réussir à faire passer l'écrit dans, justement, la réalité et sur le plancher des pages. Ceci dit, Pierre va revenir là-dessus avec justement les limites du raisonnable et ce mot qui n'est pas toujours particulièrement aimable, même s'il rime, c'est l'idée que le droit nous encadre, notre responsabilité, c'est parfois de nous révolter contre le droit et de le transformer en autre chose. Et c'est ça. Il ne faut jamais oublier que le droit devrait être à notre service. Et là, j'ai mis un point. Merci. OK. Lucie m'a lancé une balle. Hein? C'était sur les limites raisonnables. Oui, celle-là. Je commencerai par dire qu'on retrouve l'équivalent de cette limite-là dans la plupart des constitutions qui reconnaissent des droits et libertés. Le Canada, le Québec ne sont pas les seuls à prévoir à l'avance qu'on peut limiter raisonnablement tel droit ou telle liberté. En fait, on trouve ça dans presque tous les textes, toutes les chartes des droits à travers le monde. Une des questions qui se pose, c'est de savoir ce qui est raisonnable et ce qui est raisonnable dans une société libre et démocratique. La notion de société libre et démocratique, il y a des thèses de doctorat qui ont été écrites là-dessus sur comment les tribunaux ont interprété ce qu'est une société libre et démocratique. La doctrine de la Cour suprême du Canada, c'est que une société libre et démocratique au sens canadien du terme, c'est une société qui valorise les différences, qui reconnaît, qui cherche l'inclusion de tous ses citoyens. Bref, une société qui n'est pas la société américaine, par exemple. On peut dire que de ce point de vue-là, le discours judiciaire canadien se veut inclusif et même d'une certaine façon, jusqu'à un certain point, progressiste. Maintenant, cela dit, ce qui est raisonnable
c'est élaboré, c'est déterminé par les tribunaux au cas par cas dans chacun des litiges qu'ils ont à traiter, et parfois, ben, ça peut donner lieu à des décisions qui nous paraissent à nous déraisonnables. Ce que je trouve plus choquant, parce que pour moi, je n'ai pas de problème avec l'existence de ces clauses-là. J'ai des problèmes avec une autre clause dont on n'a pas parlé ce soir. C'est la clause non-obstant, les fameuses clauses dérogatoires qui sont prévues par les chartes des droits et qu'on commence malheureusement à vouloir utiliser au Québec en particulier. On l'a fait 2 fois dans les 4 dernières années à propos de la laïcité et à propos de la protection du français. Alors, on n'a même pas cherché à justifier les limites, par exemple, à la liberté d'expression prévue par la Charte de la langue française en disant que ce sont des limites raisonnables dans une société libre et démocratique. Non, on a dit on va couper court à tout dialogue avec les tribunaux, on va déroger carrément. Ça veut dire qu'on ne peut même pas invoquer la liberté d'expression si on veut contester ces lois-là. Ça me paraît beaucoup plus inquiétant que l'existence des clauses limitatives où on parle de raisonnabilité. Le deuxième point que je souhaitais aborder, je ne pense pas qu'il me reste beaucoup de temps, là. Il me reste un petit peu, c'est... Ouais. On a parlé pas mal des droits économiques et sociaux. On n'a pas beaucoup parlé des droits culturels. N'oublions pas que dans les textes des Nations Unies, le deuxième pacte, c'est le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Au Canada, les droits culturels ne sont pas dans la Charte canadienne. Dans la Charte québécoise, on retrouve un début de droits culturels, mais uniquement à travers la lunette de l'ethnicité. C'est-à-dire que le seul droit culturel dont parle la Charte québécoise, c'est le droit des minorités ethniques d'avoir en commun, entre eux, leur propre vie culturelle. Bravo, il faut ça. Mais tout le monde a droit à la culture, non? Tout le monde a droit de connaître sa culture. Tout le monde a droit d'accéder au musée, au théâtre. Tout le monde a droit à des interactions avec d'autres cultures. Le regret que j'ai, moi, qui ai coordonné le bilan des 25 ans de la Charte en 2003, avec le recul maintenant, 20 ans de recul, je regrette d'avoir insisté beaucoup sur les droits économiques et sociaux, mais d'avoir complètement négligé les droits culturels. Et c'est pour ça que je travaille là-dessus en ce moment, sur comment on pourrait, dans la Charte québécoise, insérer un chapitre qui reconnaîtrait davantage à part entière ces droits-là qui font partie de la dignité humaine. Alors, je pense que c'est important de remercier nos panélistes. Je vous inviterai à suivre sur le site Internet de la Ligue les activités de la Ligue. Je vous annonce tout de suite qu'il y aura une conférence le 10 décembre à la bibliothèque, à la Grande Bibliothèque pour souligner les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les précisions, vous les aurez sur le site de la Ligue parce que le projet n'est pas encore tout à fait élaboré.